Ma clé s'est glissée dans la serrure, mais n'a pas tourné. Elle était bloquée. À travers la vitre, j'ai vu un inconnu assis sur mon canapé, buvant mon scotch. J'ai martelé la porte. Elle s'est ouverte d'un coup, révélant mon frère, Bastien, portant mon peignoir en soie. Il n'avait pas l'air surpris. Il avait l'air de s'ennuyer. « Tu es en violation de domicile », ricana-t-il, bloquant l'entrée. J'ai vendu cet endroit la semaine dernière. Je me suis figé. Mon propre frère venait de me dire qu'il avait vendu ma maison pendant que j'étais à l'étranger. Laissez un commentaire. Quelle est la première chose que vous feriez dans cette situation? Crier, appeler la police, ou quelque chose de bien pire? Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je ne lui ai pas donné la satisfaction de voir sa petite sœur s'effondrer. J'ai simplement sorti mon téléphone de ma poche et composé 3 numéros. Service d'urgence, dit l'opératrice. Je signale une effraction en cours, dis-je, d'une voix plate et clinique. J'ai des occupants non autorisés dans ma maison. Un homme que je connais, un homme inconnu. Je suis l'unique propriétaire de la propriété. Bastien Harry. C'était un son humide et laid. Range ce téléphone, Chloé. Tu te ridiculises. Il a agité une pile de papier devant mon visage comme une arme. C'est fait. Signé, scellé et acté. J'avais la procuration. Maman et papa l'ont approuvé. Nous avions besoin des capitaux et tu n'utilisais pas l'endroit. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Je m'appelle Chloé Lambert. J'ai 29 ans. Pour ma famille, je suis la fille invisible, celle qui a déménagé en ville et oublié ses racines. Pour le reste du monde, je suis une auditrice jury comptable. Je traque les actifs dissimulés pour gagner ma vie. Je suis à la trace de l'argent que des gens tueraient pour garder secret. Bastien m'a regardé et a vu une victime. Je l'ai regardé et j'ai vu une cible. La police est en route, ai-je dit à l'opératrice, en fixant Bastien droit dans les yeux. L'inconnu sur le canapé s'est levé. Il portait un costume qui coûtait plus cher que ma première voiture, et il n'avait pas l'air effrayé. Il avait l'air agacé. C'était Monsieur Dubois. J'ai payé 1,1 million d'euros en espèces pour cet appartement, dit Dubois, sa voix rocailleuse. J'ai l'acte de propriété. J'ai les clés. Si vous avez une querelle de famille, réglez-la dehors. J'essaie de me détendre. 1,1 million. Le chiffre m'a frappé comme un coup physique. Cet appartement était estimé à 2,3 millions. Bastien n'avait pas seulement vendu ma maison. Il l'avait liquidée à vil prix. Il avait brûlé mes fonds propres pour obtenir de l'argent rapidement. Vous avez acheté des biens volés, dis-je à Dubois. Et toi, me suis-je tourné vers Bastien, tu n'as pas vendu une maison. Tu viens de signer des aveux. Bastien s'est approché, me dominant de sa taille. Il avait l'habitude de m'intimider avec sa carrure quand nous étions enfants. Il me pinçait jusqu'à ce que j'aie des bleus, puis disait à nos parents que je mentais. Il pensait que c'était le même jeu, ne fais pas ta gamine, sifflait-il en se penchant pour que je sois la seule à entendre. C'est fini. L'argent est déjà parti. Je l'ai investi. Tu vas me remercier quand les rendements arriveront. Maintenant, sors d'ici avant que les flics n'arrivent et que je doive leur montrer les papiers qui prouvent que tu es folle. Je n'ai pas reculé. Je n'ai pas scié. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte de la maison que j'avais achetée avec du sang, de la sueur et des semaines de travail de 80 heures. J'ai croisé les bras. Je ne vais nulle part, Bastien. J'attends les sirènes. Et 1 minute plus tard, nous les avons entendues. La plainte des voitures de police résonnant contre les camions de verre de Paris. Le sourire narquois de Bastien a vacillé pour la première fois. Il pensait jouer au Monopoly. Il n'avait aucune idée qu'il venait de déclencher une guerre. Les policiers étaient polis mais inutiles. Ils ont regardé les papiers de Bastien, mon passeport, et ont haussé les épaules, un geste que toutes les victimes de fraude apprennent à détester. C'est une affaire civile, madame, a dit le plus âgé des policiers en refermant son stylo. Il a une procuration signée et un acte de propriété. Nous ne pouvons pas déterminer la validité sur le trottoir. Vous devrez porter l'affaire devant les tribunaux. Bastien a fait un signe de la main depuis la fenêtre alors que la voiture de patrouille s'éloignait. Il ressemblait à un roi dans un château qu'il n'avait pas construit. Je suis resté sur le trottoir, le vent froid transperçant mon manteau, et je n'ai pas crié.
J'ai juste regardé. Il voyait une femme mise à la porte de son appartement. Il voyait l'enfant de rechange, la fille célibataire sans mari pour la protéger et sans enfant pour valider son existence. C'est tout ce que ma famille avait jamais vu. Il pensait que j'étais une souris. Il n'avait aucune idée qu'il venait de mettre un loup hors de sa tanière. Je me suis retourné et j'ai marché jusqu'à un café au bout de la rue. J'avais besoin de Wi-Fi et de silence. Ma famille pense que je fais de la saisie de données. C'est ce qu'ils racontent aux gens lors des soirées. Chloé travaille avec les chiffres, dit ma mère d'un geste dédaigneux avant de se lancer dans un monologue de 20 minutes sur la dernière entreprise visionnaire de Bastien. Ils pensent que je suis assise dans un cubicule et que je tape sur des touches. La vérité est un peu plus tranchante. Je suis une auditrice jury comptable pour une société de renseignement privé. Je n'équilibre pas les chéquiers. Je chasse les cartels. Je traque le financement du terrorisme à travers des sociétés écrans à Monaco. Je trouve l'argent que des gens tuent pour cacher. Mon cerveau est une arme affûtée par 10 ans de chasse aux menteurs infiniment plus intelligents que mon frère. J'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran s'est allumé, un réconfort familier. J'ai acheté cet appartement il y a 5 ans. Ce n'était pas seulement du luxe. C'était une forteresse. C'était le seul endroit au monde où je n'avais pas à être le filet de sécurité. En grandissant, j'étais celle qui réparait les choses. Quand Bastien a accidenté sa voiture, j'ai fait ses devoirs pour qu'il ne redouble pas sa classe. Quand les comptes de l'entreprise de papa ne tombaient pas juste, je restais debout jusqu'à 3 heures du matin à corriger les registres pour que le fisc ne le contrôle pas. Ils n'ont jamais dit merci. Ils s'y attendaient, tout simplement. J'étais l'infrastructure. Bastien était l'inauguration. Je me suis souvenu d'un dîner il y a 3 ans. C'était la veille de Noël. Ma mère avait regardé de l'autre côté de la table, les yeux humides de larmes de fierté, et avait porté un toast à Bastien. À notre fils brillant, avait-elle dit, pour avoir décroché cet énorme partenariat crypto. Bastien avait rayonné, s'imprégnant de l'adoration pour un accord qui, je le savais parce que j'avais vérifié l'enregistrement de la société était un système de Ponzi. J'étais assise là, invisible, sirotant mon vin. Ma mère s'est tournée vers moi et a dit, « Chloé, essaie d'avoir l'air heureuse pour ton frère. Tu es toujours si aigrie. Peut-être que si tu te concentrais moins sur le travail, tu trouverais un homme. » Ils ont ri de moi ce jour-là. Ils m'ont traité d'amer, mais ils ne savaient pas que 3 heures plus tôt, j'avais secrètement viré 45 000 € sur le compte de l'entreprise de mon père parce qu'ils étaient sur le point de ne pas pouvoir payer les salaires. J'ai sauvé leur réputation pendant qu'ils se moquaient de ma solitude. J'ai regardé le curseur clignoter sur mon écran. Pendant des années, j'avais été l'associée silencieuse de leur survie. Je les avais protégés de leur propre incompétence. Je les avais laissés me traiter comme une servante parce que je pensais que c'était le prix de l'appartenance. Mais en regardant l'acte de propriété numérique que Bastien avait falsifié, quelque chose a cédé. Ce n'était pas une rupture. C'était un recalibrage. Ils pensaient avoir volé une maison à une sœur sans défense. Ils avaient oublié que je démantèle des empires pour gagner ma vie. Et j'ai décidé à ce moment précis, assise dans une banquette en plastique avec un café tiède, que je n'allais pas les poursuivre en justice. C'était trop lent. J'allais les auditer. J'ai ouvert les finances de ma famille. Je n'avais pas besoin de mots de passe. Je les avais configurés pour eux des années auparavant pour aider papa à gérer les factures de son entreprise en difficulté. Ils n'ont jamais changé les mots de passe. Pourquoi l'auraient-ils fait? Ils ne pensaient pas que j'étais une menace. J'ai conduit directement jusqu'à la maison de mes parents en banlieue. Je n'ai pas appelé à l'avance. Je voulais voir leur visage avant qu'ils n'aient le temps de répéter leurs mensonges. La maison avait l'air comme d'habitude, pelouse entretenue, peinture fraîche, l'image de la respectabilité de la classe moyenne supérieure. À l'intérieur, cependant, la pourriture était absolue. Je suis entré sans frapper. Ils étaient tous là, dans le salon. Mon père, Grégoire, se servait un verre. Ma mère, Pascal, regardait des échantillons de tissu sur la table basse. Bastien était là aussi, avec sa femme, Carla. Carla posait une main sur son ventre de femme enceinte, l'air suffisant. La conversation s'est arrêtée à la seconde où j'ai posé le pied sur le tapis. « Tu as fait une scène », a dit mon père. Il n'a pas demandé si j'allais bien. Il n'a pas demandé où j'allais dormir. Il avait juste l'air déçu.
Envoyer la police chez ton frère? C'était excessif, Chloé. Il a vendu ma maison, dis-je, la voix stable. Il a falsifié ma signature. Nous l'avons autorisé, a dit ma mère. Elle s'est levée en lissant sa jupe. Nous nous sommes assis en famille Bastien, Carla, ton père et moi et nous avons pris une décision. Bastien avait besoin de capitaux liquides. Son image est cruciale pour cette nouvelle entreprise. Il ne pouvait pas lancer une marque mondiale en vivant dans une location. Alors, vous avez volé mon appartement. Nous avons réaffecté les ressources familiales, a corrigé mon père en faisant tourner son scotch. Tu n'utilises pas tes fonds propres, Chloé. Tu es célibataire. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'es jamais là. Pourquoi as-tu besoin d'une boîte de verre à 2,3 millions d'euros dans le ciel? C'est du gaspillage. Ce n'était pas seulement de la cupidité. C'était une philosophie. Il s'était convaincu que mon succès était une ressource commune, un réservoir qu'il pouvait vider chaque fois que l'enfant prodige avait soif. Il ne me voyait pas comme un être humain distinct avec des droits de propriété. Il me voyait comme une donneuse d'organes qui s'accrochait égoïstement à un rein de rechange alors que leur fils avait besoin d'une transplantation. Tu as un travail, intervint Carla depuis le canapé. Elle se frotta le ventre, utilisant sa grossesse comme un bouclier. Tu as une carrière. Bastien a un héritage à construire. Nous attendons un fils. Ne veux-tu pas que ton neveu grandisse avec ce qu'il y a de mieux? Pas si c'est volé, dis-je. Tu vois, soupira ma mère en regardant mon père. Elle est si amère. Je t'avais dit qu'elle ne comprendrait pas. Elle pense que tout lui appartient juste parce qu'elle l'a gagné. Je les ai regardés. J'ai regardé les parents qui m'avaient appris à faire mes lacets puis m'avaient appris que je ne comptais pas. Ils n'avaient pas honte. Ils étaient moralisateurs. Ils croyaient sincèrement que me dépouiller pour vêtir leur fils était un acte moral. Pour eux, mon indépendance était une insulte à leurs besoins. Vous avez liquidé ma vie, dis-je doucement. Parce que vous pensez que je n'en ai pas besoin. Parce que je n'ai pas de mari ou de bébé. Vous pensez que je ne compte pas? Nous pensons que tu en as assez, a dit mon père en me tournant le dos. Arrête de faire ta dramatique. Bastien te remboursera un jour. Considère cela comme un prêt à taux zéro. Maintenant, va trouver un hôtel. Nous célébrons le lancement. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas retourné la table. J'ai réalisé à ce moment-là qu'on ne peut pas raisonner un parasite. Un parasite ne déteste pas son hôte. Il a juste besoin de se nourrir. D'accord, dis-je. Je comprends la logique maintenant. Je me suis retourné et j'ai franchi la porte. Il pensait que j'acceptais la défaite. Il pensait m'avoir fait honte jusqu'à la soumission. Il ne savait pas que je retournais à ma voiture pour lancer la séquence d'exécution. J'ai conduit jusqu'à un cybercafé ouvert 24 heures sur 24 en périphérie de la ville. Je ne suis pas allé à un hôtel. Je ne suis pas allé chez un ami. J'avais besoin d'une salle de guerre. Et j'avais besoin de bandes passantes. Je me suis assise dans le coin du fond, le bourdonnement des serveurs comme seul son, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Ma famille pensait que la conversation était terminée. Ils pensaient avoir réussi à me manipuler jusqu'à la soumission. Ils sabraient le champagne en ce moment même, célébrant la liquidation de mes actifs. Ils avaient oublié qui j'étais. Je ne m'énerve pas. Je rassemble les preuves. Je me suis connecté au cloud partagé de la famille. Je l'avais configuré pour eux des années auparavant pour aider papa à gérer les factures de son entreprise en difficulté. Ils n'ont jamais changé les mots de passe. Pourquoi l'auraient-ils fait? Ils ne pensaient pas que j'étais une menace. Un clic et toute l'anatomie financière de la vente est apparue sur mon écran. J'ai suivi le virement bancaire. 1,1 million d'euros étaient arrivés sur le compte de Bastien mardi. Où était-il allé? Je n'ai pas eu besoin d'écrire du code ou de pirater un ordinateur central. J'ai juste regardé les virements sortants. Bastien était négligent. Il était arrogant. Il pensait que l'argent était un jouet, pas un outil. Virement 1, 370 000 euros à une société écran au Luxembourg appelée Solution Horizon. J'ai passé le nom dans une base de données de surveillance. Il a été signalé immédiatement. Prêt à haut risque. Usurier. Bastien n'investissait pas dans une start-up. Il remboursait une dette de jeu qui allait lui coûter ses jambes. Virement 2,
450 000 € à un courtier maritime de luxe. Acompte sur un yacht Riva. J'ai fixé l'écran. Il avait volé ma maison pour acheter un bateau. J'ai ouvert son Instagram. Il avait posté une photo 1 heure plus tôt. Il se tenait sur le pont d'un yacht, probablement en visite au showroom, portant une nouvelle montre, un cigare à la main. La légende disait, que des grands coups. L'empire commence aujourd'hui. PDG héritage. J'ai parcouru les commentaires. Ma mère avait commenté, si fière de mon fils visionnaire. Carla avait posté des émojis en forme de cœur. C'était pathétique. C'était une masterclass sur la psychologie de l'homme faible. Bastien ne voulait pas l'argent pour la sécurité ou pour son enfant. Il voulait le costume de la richesse. Il avait besoin du yacht et de la montre parce que sans eux, il n'était qu'un homme qui avait échoué à chaque emploi qu'il avait jamais eu. Il croyait que s'il ressemblait à un roi, il en deviendrait un. Il pensait que le pouvoir était quelque chose que l'on pouvait acheter avec de l'argent volé. Il ne réalisait pas que le vrai pouvoir est invisible. Le vrai pouvoir, c'est d'être assis dans un café éclairé au néon à minuit, tenant la laisse numérique qui peut étouffer sa fantaisie. J'aurais pu appeler la police à ce moment-là. J'aurais pu geler les comptes immédiatement. Mais j'ai fait une pause. Il venait de verser l'acompte. La vente du yacht n'était pas finalisée avant que les fonds ne soient validés par le service de séquestre dans 48 heures. Les usuriers avaient été payés, ce qui signifiait qu'ils ne le tueraient pas encore. Mais l'argent pour le yacht? Il était toujours en transit. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Si je l'arrêtais maintenant, il prétendrait simplement que c'était un malentendu. Il jouerait la victime. Non, j'avais besoin qu'il s'engage pleinement. J'avais besoin qu'il se tienne devant le monde entier et revendique cette victoire pour que, lorsque je lui retirais le tapis de sous les pieds, la chute le briserait complètement. J'ai fermé mon ordinateur portable. Je lui donnais exactement 24 heures pour jouer au roi. Je le laisserai signer les papiers. Je le laisserai sabrer le champagne. Profite de la vue depuis le trône, Bastien. Parce que demain, je viens chercher la couronne. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré avec la notification que j'attendais. C'était un texto de Bastien. Une photo. C'était mon salon, vide. Mes livres avaient disparu. Mon art avait disparu. La légende disait, liquidation terminée. Serrure changée à nouveau. Ne prends pas la peine de revenir, Serette. C'est fini. Il pensait que c'était le tour de la victoire. Il pensait m'avoir effacé de l'existence. J'ai regardé la photo, l'espace vide où se trouvait ma vie, et je n'ai pas ressenti de perte. J'ai senti le clic froid et métallique d'un piège qui se referme. C'est fini, ai-je murmuré. Juste pas pour moi. Je suis retourné à la tour Zénith 1 heure plus tard. Je n'ai pas amené la police cette fois. Je n'ai pas amené de serrurier. J'ai apporté un simple dossier en manille. J'ai sonné à l'interphone. Livraison pour Monsieur Dubois, ai-je dit. La porte s'est déverrouillée. L'argent rend les gens négligents. Ils supposent que tout le monde est là pour les servir. J'ai pris l'ascenseur jusqu'à mon appartement. La porte était déjà ouverte. À l'intérieur, Bastien célébrait avec Monsieur Dubois, buvant mon champagne. Le sourire de Bastien a disparu quand il m'a vu. Dubois a à peine levé les yeux. Encore vous, dit Dubois d'un ton sec. J'ai acheté cet endroit. Partez avant que je ne vous fasse arrêter. Je ne suis pas ici pour vous harceler, ai-je répondu en posant le dossier sur le comptoir. Je suis ici pour vous éviter un procès. Sors, a lancé Bastien. Je l'ai vendu légalement. J'avais la procuration. Maman et papa l'ont approuvé. Tu as perdu. Tu avais procuration sur moi, dis-je calmement. Cela te permet de payer mes factures. Cela ne te permet pas de vendre ce que je ne possède pas, j'ai vendu ta maison, ricana Bastien. C'est là le problème, dis-je en ouvrant le dossier. Je ne la possède pas, le silence est tombé. Il y a 6 mois, ai-je continué, j'ai transféré la propriété dans une fiducie révocable entre vifs. C'est la fiducie qui possède cet appartement. Tu as signé la vente en tant que Chloé Lambert, pas en tant que fiduciaire. Tu n'avais aucune autorité. Dubois s'est penché en avant, lisant le document. Il a arrêté de boire. Cela signifie que votre contrat est nul, dis-je.
Vous avez acheté une propriété que Bastien n'avait pas le droit de vendre. Dubois se leva lentement et se tourna vers Bastien. Vous m'avez vendu une maison que vous ne possédiez pas, elle ment, paniqua Bastien. J'ai l'argent. Vraiment, ai-je demandé. Il s'est figé. L'argent avait disparu. Je veux récupérer mon argent, dit Dubois calmement. Je ne peux pas, murmura Bastien. Vous avez 1 heure, répondit Dubois. J'ai ramassé mon dossier. Si vous êtes encore ici quand la police arrivera, dis-je à Dubois, cela devient une fraude, pas une affaire civile. Bastien m'a attrapé le bras. S'il te plaît, signe les papiers. Il va me tuer. Tu voulais être important, dis-je en me dégageant. Les gens importants paient leurs propres dettes. Mes parents sont arrivés en trombe quelques minutes plus tard, exigeant que je règle le problème. Ils ne se souciaient pas du crime, seulement de l'argent. Je ne signerai rien, dis-je. Je garde ma maison. Dubois intervint, la voix froide. J'ai donné à votre fils 1,1 million d'euros. Qui me rembourse? Lui ou vous? Mon père est devenu livide. Ma mère m'a supplié de me sacrifier parce que, nous sommes une famille. Vous avez raison, dis-je. La famille est de la famille. Puis je les ai pointés du doigt. Vendez votre maison. Liquidez votre retraite. Sa dette est maintenant votre héritage. Ils me regardèrent, horrifiés. Cet appartement est à moi, dis-je. Sortez. La police est arrivée pour la fraude. Alors qu'ils escortaient Bastien, il a craqué. Il s'est libéré, a chargé vers moi avec un trophée en cristal levé au-dessus de sa tête. Il n'a jamais porté le coup. Un officier l'a plaqué violemment au sol. Le verre s'est brisé. Bastien a hurlé alors que les menottes se refermaient. Bastien Lambert, a dit l'officier, vous êtes en état d'arrestation pour fraude et tentative de meurtre. Je l'ai regardé de haut. Je ne t'ai rien pris, dis-je doucement. J'ai juste arrêté de donner. Après leur départ, l'appartement semblait étrange, souillé. Une scène de crime. J'ai appelé mon agent immobilier. Vendez-le, dis-je. Demain. Je suis sorti sans regarder en arrière. J'ai vendu la boîte de verre et j'ai disparu quelque part où ils ne peuvent pas me trouver sur une carte. Mais parfois je me demande, la violence était-elle inévitable?